Francisco Franco, dictateur de l'Espagne pendant près de 4 décennies, a laissé un héritage qui continue de susciter le débat. De 1939 jusqu'à sa mort en 1975, Franco a régné d'une main de fer sur l'Espagne, réprimant la dissidence et restreignant les libertés. Son régime, souvent qualifié de fasciste, s'appuyait sur le nationalisme, le catholicisme et l'anticommunisme. L'histoire de Franco offre un aperçu de l'héritage persistant de l'autoritarisme et des défis de la navigation dans un passé complexe. L'impact de Franco sur l'Espagne est indéniable, laissant une marque profonde sur le tissu social, politique et économique du pays. Son régime a connu des périodes de croissance économique et de modernisation, transformant l'Espagne d'une société largement agraire en une économie plus moderne. Cependant, ces progrès se sont souvent faits au détriment de l'égalité sociale et des libertés politiques. La transition du pays vers la démocratie après la mort de Franco en 1975 a été une réussite remarquable, mais les cicatrices du passé persistent. Les débats sur la mémoire historique et l'héritage des victimes de Franco restent des questions importantes dans la société espagnole contemporaine. Francisco Franco est né en 1892 à Ferrol, en Galice, dans une famille ayant une longue tradition de service dans la marine. En raison d'une réduction des effectifs de la marine espagnole, Franco se tourne vers l'armée de terre et entre à l'Académie d'infanterie de Tolède en 1907. Ce moment marque un tournant dans sa vie, le mettant sur la voie de l'importance nationale. L'Académie d'infanterie de Tolède a forgé le caractère de Franco, lui inculquant discipline et ambition. Malgré sa petite taille, Franco excellait en stratégie et en tactique, gagnant la reconnaissance de ses instructeurs. Diplômé en 1910, Franco demande une affectation au Maroc, une décision qui allait façonner sa carrière militaire. Ses expériences au Maroc ont renforcé sa conviction dans la discipline et l'ordre militaire. Au début des années 1930, l'Espagne est profondément divisée, marquée par l'instabilité politique et les troubles sociaux. Franco, héros de guerre décoré, considère la fragile démocratie de la République avec scepticisme. En 1934, Franco joue un rôle clé dans la répression d'un soulèvement ouvrier dans les Asturies, renforçant son image de défenseur de l'ordre. Cet événement polarise davantage la société espagnole, aggravant les divisions qui allaient de bientôt éclater en guerre civile. La tension politique en Espagne continue de monter, avec des affrontements de rue et une autorité gouvernementale qui s'érode. La guerre civile espagnole commence en juillet 1936 par un coup d'État contre le gouvernement républicain. Franco, initialement hésitant, rejoint les rebelles, motivé par son ambition personnelle et ses convictions idéologiques. Avec le soutien de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, les nationalistes prennent le contrôle de certaines parties de l'Espagne, déclenchant une guerre civile brutale. En octobre 1936, Franco est choisi comme chef de la faction nationaliste, consolidant son emprise sur le pouvoir. La guerre civile espagnole fut un conflit d'une brutalité sans précédent, impliquant des acteurs internationaux comme l'Allemagne, l'Italie et l'Union soviétique. Les nationalistes de Franco, aidés par des forces étrangères, menèrent une campagne implacable contre la République. Malgré des divisions internes, la République fut finalement incapable de résister à la puissance combinée des nationalistes et de leurs alliés. La guerre laissa derrière elle un sillage de morts et de destruction, des villes réduites en ruines et des centaines de milliers d'Espagnols périssant. Avec la chute de Madrid en mars 1939, la guerre civile espagnole prend fin et les forces nationalistes de Franco sortent victorieuses. Franco s'empresse d'établir un régime autoritaire, interdisant les partis politiques et réprimant la dissidence. Au cœur de l'emprise de Franco sur le pouvoir se trouvait le culte du caudillo, le présentant comme une figure unificatrice. La propagande glorifiait Franco tout en diabolisant ses ennemis, et l'Église catholique devint un pilier du régime. Cette alliance avec l'Église a fourni à Franco une puissante source de légitimité et de contrôle social. Le franquisme reposait sur le nationalisme, le catholicisme et l'anticommunisme, façonnant les politiques du régime.
Le régime promouvait une vision centralisée de l'identité espagnole, réprimant les langues et les cultures régionales. Le catholicisme imprégnait la société franquiste, les enseignements de l'Église sur la famille et la morale étant rigoureusement appliqués. L'anticommunisme servait de justification constante aux politiques répressives du régime. La répression était une caractéristique déterminante du régime de Franco, évoluant au fil du temps. Au lendemain de la guerre civile, des milliers de personnes ont été exécutées ou emprisonnées sans procès. Au fil des ans, la pression internationale a forcé Franco à modérer certaines pratiques, mais la répression s'est poursuivie sous des formes plus subtiles. Les dernières années du régime ont vu un assouplissement progressif de la censure et une libéralisation économique, mais les libertés politiques sont restées restreintes. La politique économique de Franco était caractérisée par un mélange d'autarcie, d'intervention de l'État et finalement de libéralisation. Au lendemain de la guerre civile, l'économie espagnole était en ruine. Des années de conflits avaient détruit les infrastructures, perturbé les échanges commerciaux et épuisé les ressources du pays. Les premières politiques économiques de Franco, influencées par la tendance dominante à l'autarcie dans les États fascistes, se sont concentrées sur l'autosuffisance et la reconstruction nationale. Le régime a mis en place un système de substitution des importations, de tarifs protectionnistes et de contrôle de l'État sur les industries clés. Cette approche, tout en favorisant une certaine croissance industrielle, a également conduit à des inefficacités, des pénuries et un marché noir florissant. L'isolement de l'Espagne de l'économie mondiale a entravé sa reprise et contribué à une pauvreté généralisée, en particulier dans les zones rurales. Cependant, dans les années 1950, les limites de l'autarcie sont devenues de plus en plus apparentes. La stagnation économique de l'Espagne contrastait fortement avec la croissance rapide que connaissèrent de nombreux pays d'Europe occidentale. Face à des pressions économiques croissantes et à la nécessité d'attirer les investissements étrangers, le régime de Franco a commencé à mettre en œuvre une série de réformes économiques. Ces réformes, souvent appelées le miracle espagnol, ont marqué un tournant vers une économie plus axée sur le marché. Le régime a libéralisé les politiques commerciales, encouragé les investissements étrangers et promu le tourisme comme source de revenus. Cette période a connu une croissance économique significative, transformant l'Espagne d'une société pauvre et principalement agraire en une nation industrialisée plus moderne. Cependant, ce progrès économique a eu un coût social, exacerbant les inégalités de revenus et alimentant les tensions sociales qui allaient éclater dans les années qui ont suivi la mort de Franco. La dictature de Franco a laissé une marque indélébile sur la société espagnole, une tapisserie tissée de répression et de résilience. Les identités et langues régionales, notamment au Pays Basque et en Catalogne, ont été réprimées. L'Église a retrouvé sa position dominante, influençant l'éducation et la vie familiale. Malgré l'oppression, l'Espagne a subi une urbanisation rapide et des transformations sociales. Les femmes ont commencé à travailler, contribuant au développement économique, malgré l'exploitation. L'ombre de la répression politique planait sur l'Espagne franquiste. L'appareil de contrôle du régime, méticuleusement construit au lendemain de la guerre civile, imprégnait tous les aspects de la vie publique. La liberté d'expression et de réunion était inexistante, et toute forme de dissidence, réelle ou perçue, était accueillie par des représailles rapides et brutales. La police secrète de Franco, opérant en toute impunité, instaurait un climat de peur et de paranoïa. Les citoyens étaient encouragés à dénoncer leurs voisins, leurs collègues et même les membres de leur famille, soupçonnés de nourrir des sentiments anti-régime. Cette culture de la suspicion a créé un effet paralysant sur la société, décourageant le dialogue ouvert et la pensée critique. Le système judiciaire, loin d'être un garant de la justice, servait d'instrument à la volonté du régime. Les tribunaux de Franco organisaient régulièrement des procès-spectacles, infligeant des peines sévères aux prisonniers politiques et faisant taire les voix dissidentes. La torture, bien que jamais officiellement reconnue, était largement utilisée comme moyen d'extorquer des aveux et d'écraser l'opposition. L'héritage de cette répression s'est étendu bien au-delà de la mort de Franco en 1975. Le traumatisme infligé à la société espagnole pendant ces décennies sombres a projeté une longue ombre, laissant beaucoup hésitants à affronter le passé et à demander des comptes pour les crimes du régime.
Le processus de justice transitionnelle, bien qu'éventuellement initié, a été lent et souvent douloureux, marqué par une réticence à exhumer complètement les blessures du passé. La politique économique de Franco, bien que créditée de la modernisation de l'Espagne et de la promotion de périodes de croissance significatives, a également laissé le pays aux prises avec des disparités économiques persistantes et des inégalités sociales. L'adhésion initiale du régime à l'autarcie, bien que motivée par un désir d'autosuffisance, a entraîné une stagnation économique et une pauvreté généralisée. Le passage ultérieur à une économie plus libérale dans les années 1950 et 1960, stimulé par la nécessité d'attirer les investissements étrangers et de rattraper le progrès économique de l'Europe occidentale, a inauguré une ère de croissance rapide. Cette période, souvent surnommée le miracle espagnol, a vu une augmentation de la production industrielle, du développement des infrastructures et du tourisme. Cependant, les bénéfices de ce boom économique n'ont pas été répartis uniformément. Alors qu'une classe moyenne florissante émergeait, en particulier dans les centres urbains, de nombreux Espagnols, notamment ceux des zones rurales et la classe ouvrière industrielle, continuèrent de lutter contre les bas salaires, la précarité de l'emploi et l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé. Le régime de Franco, tout en se présentant comme un champion de l'harmonie sociale et de l'unité nationale, a toléré et même exacerbé ces inégalités. La suppression des syndicats et l'absence de véritable représentation politique de la classe ouvrière ont permis l'exploitation des travailleurs et la concentration des richesses entre les mains d'une minorité. Ces disparités, profondément enracinées dans le modèle économique franquiste, continueraient de gangréner la société espagnole longtemps après la disparition du dictateur. La mort de Francisco Franco, le 20 novembre 1975, a marqué la fin d'une ère pour l'Espagne. Après près de 4 décennies de régime autoritaire, le pays s'est engagé dans une transition remarquable vers la démocratie, un témoignage de la résilience du peuple espagnol et de son désir de liberté. Cependant, l'héritage de Franco est resté une question complexe et contestée, projetant une longue ombre sur la jeune démocratie. Pour certains, Franco était un sauveur, un ardent défenseur des valeurs traditionnelles qui avait sauvé l'Espagne du chaos de la guerre civile et de la menace perçue du communisme. Ce point de vue, souvent ancré dans la nostalgie d'une époque révolue de stabilité et d'ordre perçu, avait tendance à ignorer la brutalité du régime, sa suppression systématique de la dissidence et son mépris flagrant des droits de l'homme. À l'inverse, pour beaucoup d'autres, le nom de Franco évoquait des souvenirs de répression, de souffrance et de déni des libertés fondamentales. Les victimes de son régime, leurs familles et ceux qui avaient combattu contre sa dictature portaient les cicatrices de son règne. Pour eux, l'héritage de Franco était celui de la douleur, de l'injustice et de la lutte continue pour la vérité, la justice et la réconciliation. Le débat sur l'héritage de Franco s'est étendu au-delà du domaine des souvenirs personnels et des idéologies politiques. Il a imprégné la société espagnole, influençant les discussions sur l'histoire, l'identité et la nature même de l'État espagnol. Le processus de réconciliation avec le passé, de reconnaissance des crimes du régime franquiste et d'hommage à ses victimes s'est avéré long et ardu, semé d'embûches politiques et de complexité émotionnelle. Francisco Franco, a controversial figure, is inextricably linked to the Spanish Civil War and its aftermath. His regime, often labeled fascist, adapted various ideologies to Spain's context. Franco's political cunning ensured his regime's survival post-World War II. His legacy includes human rights violations and political repression. Franco's era serves as a reminder of the cost of authoritarianism